Lady vous écoute. Nous parlons aujourd'hui des enfants victimes de violences familiales. Ceci s'inscrit en direct dans le cadre de la campagne ONU Femmes 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ensemble, nos invités vont partager cette discussion. Nous les en remercions. Merci de les recevoir avec moi. Cécile Lalande, bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes travailleur social, on dit ingénieur social, hein, c'est bien cela le terme. Vous avez des engagements dans la vie associative et la question des enfants, vous connaissez. Merci vraiment d'avoir accepté de venir et de ne pas venir seul. Merci pour la mise en relation. Avec à ma droite, monsieur Mackenzie Célestin, bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes président de l'association Grandir Haïti, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Je suis président de cette association depuis 2 ans. Merci d'être présent. Il y a aussi la question des enfants. En Haïti, on parle souvent des restes avec. Quelque part aussi, on parle de la violence domestique. On aura l'occasion d'aborder cela et puis surtout de parler de votre beau projet pour occuper les garçons à des choses autres que de devenir grands et de violenter les femmes. Et puis avec nous, Josiane Petro. Bonjour Josiane. Bonjour Lady. Vous êtes cadre de santé aujourd'hui à la retraite, mais on ne prend jamais sa retraite. On est toujours engagé sur la question associative. Vous êtes vous aussi dans Grandir Haïti. Alors nous allons revenir sur la question des enfants victimes de violences familiales. Souvent, ça n'est pas ce que l'on voit immédiatement. Quand on milite contre les violences faites aux femmes, on en oublie qu'il y a des dommages collatéraux. Et quand on dit collatéraux, on minimise parce qu'en réalité, ce sont de véritables problèmes. Mais avant cela, si vous êtes d'accord, monsieur, mesdames, je voudrais qu'ensemble, nous regardions un élément vidéo que nous a envoyé ONU Femmes, justement. Que deviennent ceux des enfants qui ont pu échapper à la violence familiale, faire des études et puis réussir? C'est peut-être un modèle, c'est ce qui donne envie de se projeter. On regarde ensemble. Je n'arrive pas à comprendre. C'est incroyable. Ce qu'ils font, c'est vrai, le considère déjà comme un droit. Ce n'est pas acceptable. Et je trouve ça très dramatique. En marchant dans la rue, un groupe de jeunes par exemple qui est au bord de la route, j'ai peur de passer justement parce que ils vont peut-être me faire des avances, je répondrai. Si je ne réponds pas, ils chahutent. Quand je réponds aussi, c'est pour après être taxée de fille facile. Il faudrait que les gens comprennent qu'ils n'ont pas justement ce droit d'arriver à un certain stade de violence. Je me dis, il y a d'autres manières de faire passer les messages, il y a d'autres manières de faire comprendre les choses aux gens. Je trouve compréhensible en fait que des femmes puissent se sentir enfermées, se sentir mal dans leur peau, parce qu'à force d'entendre les mêmes choses, vous n'êtes pas capable, tu n'es pas jolie, tu es un objet sexuel, il y a tellement d'a priori, et je les vis personnellement parce que là, rien qu'en ayant une couronne, une banderole, les gens ont cette tendance à voir les gens différemment. Alors qu'en dehors de cette couronne et de cette banderole, je suis ce que je suis. Que ce soit moi, que ce soit d'autres femmes de mon âge plus âgées, que ce soit des petites filles, c'est nous qui devons imposer. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre à faire. Et justement, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et en commençant par croire en soi. Moi, je me dis, le matin, on se réveille, on regarde le miroir et on est femme. Et ça veut dire énormément de choses. On a tous les potentiels qu'il faut. On a énormément d'opportunités. Il faut les exploiter. J'ai choisi de participer à cette campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Parce que déjà, je me sens concernée. Il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes. Et je pense que je suis leur sœur aussi. Je suis leur fille, leur meilleure amie. C'est un travail déjà sur les mentalités. Donc pour moi, faire cette vidéo, parler, ce n'est pas juste une vidéo qui va passer. L'objectif est de sensibiliser, l'objectif est d'atteindre justement ces âmes,
d'atteindre toutes ces personnes qui sont autour de moi. Et je pense que voilà, nous sommes tous impliqués, nous sommes tous concernés. Et le travail doit se faire dès maintenant, il doit continuer pour les générations qui viennent. Je prends part à cette campagne et je pense que je continuerai encore à le faire pendant longtemps. Je suis jeune, je suis femme, je suis là pour cette sœur justement qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas comment s'exprimer, qui ne sait pas comment faire justement pour sortir de cette situation d'infériorité. Il faut qu'elle sache qu'il est temps de briser ce silence. Nous avons plein d'organismes qui sont là, plein de structures qui sont là pour les aider. Et rester justement dans ce silence, rester dans cet environnement sans chercher à trouver de solution en se disant que c'est une vie. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une fatalité. Elles ont plein d'opportunités, il est temps justement de les saisir et de sortir de cette situation. Donc à tous ces jeunes et à toutes ces personnes qui verront ces vidéos, qui pourront, que ce soit la mienne ou celle d'autres personnes, que nous soyons directement concernés ou pas, c'est un problème mondial, c'est un problème qui nous concerne, qui concernera peut-être dans quelques jours, je ne le souhaite pas, quelqu'un proche de moi. Et moi, je saurai que d'une manière ou d'une autre, j'ai amené une pierre à l'édifice. D'une manière ou d'une autre, j'aurais peut-être aidé une existence. C'est ma façon à moi d'amener une pierre à l'édifice. Voilà donc cet élément que nous tenions à vous faire partager. On peut se projeter quand on voit des enfants, ils font parfois partie des meubles, mais en réalité ce sont des adultes en devenir, des adultes qui peuvent réussir leurs études, qui doivent réussir, c'est eux la génération d'après, et de ne pas les prendre en compte dans le cadre des familles, voilà un grand dommage. Je voudrais vous laisser la parole, Cécile, pour commencer. On parlait de victimes collatérales, mais la réalité, elle est encore plus aiguë que cela. Oui, la réalité est très aiguë parce qu'effectivement, on va parler de violence qui est faite aux femmes, violence qui est faite aussi, la violence en général et l'incidence que cette violence a sur les enfants. Les jeunes, dans les foyers, dans les familles, dans quel que soit l'environnement où il va y avoir de la violence, vont grandir, vont être des êtres en devenir et vont effectivement se construire avec malheureusement des fractures, des blessures, des souffrances. Et ça, effectivement, de mon point de vue, c'est ce qui est primordial à prendre en considération. Vraiment, comment prévenir, comment aujourd'hui être en mesure de pouvoir parler réellement, au-delà de toutes ces violences, des incidences de ces jeunes qui sont les adultes de demain. Voilà, penser à ce devenir-là. Et que faire de nos responsabilités d'adultes, nous, aujourd'hui, pour justement lutter contre toutes ces violences. Sachant que ces violences laissent des séquelles sur les adultes que deviennent ces enfants, et c'est pour cette raison, j'en parlais au début de cette émission, que vous avez ce projet en faveur des petits garçons notamment, pour que, adultes devenus, ils ne soient pas, en tout cas, dans cette dimension du bourreau. Justement, comme la fille l'a bien dit, ça doit pas être une guerre. Ça doit être un travail de longue haleine sur la mentalité. Et je pense que c'est un travail d'éducation à faire à la base pour que les garçons particulièrement grandissent avec des idées d'égalité vis-à-vis des femmes, déjà vis-à-vis des filles et plus tard vis-à-vis des femmes. Donc ce travail demande à ce que tous les individus des sociétés s'impliquent pour que vraiment ça puisse changer, modifier quelque chose. Mais ça fait longtemps que, alors les esprits chagrins vont nous reprendre, ça fait longtemps que les garçons jouent au football et pourtant cela n'a pas empêché ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous laisse être optimiste sur l'issue de ce projet, de ce programme? Eh bien, c'est parce qu'on cherche plutôt à motiver ces garçons à partir du football. Le football devient pour nous un outil, un instrument pour les aider, n'est-ce pas, à voir autrement la réalité sociale et voilà, dans laquelle ils vivent, leur entourage, leur environnement, leur famille. Comment essayer de vivre cette dimension individuelle et collective? Le football, comme un jeu collectif, offre des valeurs capables de socialiser les garçons et les filles aussi. On peut donc dire déjà à ceux des messieurs qui frappent leurs femmes, monsieur, faites du sport, hein, pas dans le canapé avec la télécommande dans la main, mettez un short et des crampons, cela permettra de canaliser cette énergie. Et puis si l'on frappe, c'est dans le ballon. Et si l'on frappe, c'est dans le ballon. Ouais.
Josiane, vous avez la parole. Alors, on regarde ce que vous avez vu, ce qui vient d'être dit. Oui, donc je suis de toute façon pleinement d'accord avec le reportage que j'ai vu tout à l'heure. Et pour revenir à Grandir Haïti, à travers le football, il y a donc une façon de responsabiliser l'enfant et de responsabiliser aussi sa famille. Parce que l'enfant qui ira profiter, si vous voulez, des bienfaits du football, pour partager, pour vivre l'entraide, pour être avec d'autres, se responsabiliser aussi l'autre, eh bien, ramènera forcément quelque chose dans sa famille et pourra faire passer tout ce qu'il a appris à ses frères et sœurs, à d'autres collatéraux. Voilà. Cécile, alors ce projet-là c'en est un, mais d'ici à ce que les choses prennent forme, que ces enfants deviennent grands, il est malheureusement, depuis le temps que nous avons commencé cette émission, des enfants qui ont été témoins de choses qu'ils n'auraient pas dû entendre, qu'ils n'auraient pas dû voir. Alors tout à fait. Actuellement, donc, comme vous m'avez présenté au départ, je suis effectivement travailleur social. Travailleur social et également donc, adhérente de certaines associations, dont l'Association internationale des droits de l'homme. Et j'insiste et je fais un petit clin d'œil à Françoise Traverso, hein, qui était prix de la paix Barthélemy Boganda, si Françoise pourra nous écouter. Eh bien, être dans le respect des droits des uns et des autres. Le droit des êtres humains, et dans les êtres humains, les hommes, les femmes, les enfants, les hommes avec un grand H. Et effectivement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qu'il est important, c'est d'être conscient, que les êtres humains et les adultes soient conscients de la souffrance de ces jeunes. Beaucoup de jeunes, on parle des droits, au niveau des travailleurs sociaux, on a des éducateurs qui travaillent dans des structures où nous avons des adolescentes, des jeunes filles qui sont suicidaires, qui font des tentatives de suicide, qui sont atteintes au plus profond de leur chair, de leur être, et finissent par ne plus avoir envie de vivre. Et pour cela, effectivement, il y a des équipes de professionnels qui tentent de trouver des moyens pour pouvoir les aider. Des équipes de psychologues, etc., des médecins psychiatres qui travaillent sur ces questions. Donc ces questions-là ne sont pas nées d'aujourd'hui. Elles existent déjà depuis très longtemps. Si je reprends donc l'exemple effectivement du projet de Grandir Haïti, on essaye de trouver toutes les médiations possibles pour pouvoir intervenir auprès de ces jeunes, pour tenter effectivement de leur redonner confiance. Parce qu'effectivement, ce sont des jeunes qui sont en devenir avec des blessures, qui ne savent plus vers qui aller, qui ne savent plus en quel adulte ils peuvent faire confiance, parce qu'un jeune, une personne victime de violence, ayant vu la violence dans son environnement, se dit en qui je fais confiance maintenant. Devient un adulte blessé. Devient un adulte blessé. En qui peut-il faire confiance? Vers qui il va aller se confier pour devenir, on leur dit aujourd'hui, être autonome. Donc comment faire? Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur cette affiche que nous voyons en fond d'écran. Là, le père qui signifie à la maman, qui fait injonction à la maman de partir avec toutes ses affaires. Et dans ses affaires, ma foi, il y a les enfants. Il y a les enfants, c'est souvent un schéma que l'on voit souvent. Et on pense qu'on a... Alors le mari, en plus il a une chicotte à la main, très bien. Il pense avoir... Et il est aidé par le beau-frère, je veux croire que c'est le beau-frère. Mais la maman, elle part avec tous les enfants. Et personne finalement ne prête attention. Ce sont des tout petits, des petits bouts de chou, personne ne prête véritablement attention. On voit la petite fille qui, quelque part, n'est-elle pas déjà en train d'intérioriser une violence qu'elle va peut-être continuer à subir et avoir une posture de victime et ne pas peut-être se prendre en charge ou prendre sur elle que de vouloir dénoncer cela. Tout à fait. Cela vous laisse sans voix, c'est ça? C'est la notion de la responsabilité de l'homme. Et moi, je connais beaucoup ça en Haïti. Et je l'ai vécu, pas personnellement dans ma famille, mais j'ai vu des personnes, particulièrement des femmes, aux abois après avoir été chassées. Et l'image, pour moi, est très parlante parce que en Haïti, les femmes portent la société sur les épaules. La responsabilité des enfants, des affaires, de toute la vie de la famille. Tout ça dépend des femmes. Donc les femmes
portent un poids énorme sur leurs épaules et je pense que nous avons vraiment un travail très profond à faire dans la tête des hommes pour changer ce mode de rapport avec les femmes. Josiane, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que, comme monsieur le dit, dans la tête des hommes, les choses vont vraiment changer à telle enseigne qu'on n'ait même plus besoin de parler de cela? Eh bien, écoutez, c'est un vœu pieux. Maintenant, tout dépend de l'éducation. On va encore revenir à cette fameuse éducation. Parce que si à la base même de la famille, il n'y a pas eu cette éducation qui permet aux enfants d'entendre et de voir le vivre ensemble, familial, comment voulez-vous qu'après, ils reproduisent des choses positives dans leur propre famille, déjà pour eux-mêmes, mais dans leur propre famille. Alors pour moi, le mot éducation a un sens vraiment énorme. Et sans cette éducation, revue, revisitée, eh bien, ça resterait un vœu pieux. Alors, quand vous dites éducation, faites-vous allusion seulement au cadre scolaire ou aussi à l'encadrement au sein des familles? Les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Sauf qu'on entend souvent dire oh, papa est beaucoup trop énervé parce qu'on l'a embêté au travail, donc il est de mauvaise humeur, ça se répercute sur la maman, ça se répercute sur les enfants, ou il n'a pas trouvé de travail, ça se répercute sur la maman, ça se répercute sur les enfants. Quoi qu'il en soit, avec un travail, sans un travail, souvent, il y a toujours une manière de vouloir rendre légitime ou d'expliquer la raison pour laquelle, mais le fait est que ce sont les enfants qui font les frais et qui n'ont pas la possibilité d'exprimer leur souffrance. Tout à fait. C'est très difficile pour les enfants de l'exprimer parce que très souvent, enfin, je le vois dans le cadre de situations que l'on accompagne, que les professionnels en travail social accompagnent régulièrement, des familles qui sont déjà en grande souffrance, des enfants qui portent aussi des responsabilités, parfois la responsabilité d'aller accompagner les enfants à l'école parce que maman est partie travailler. Des femmes qui sont seules avec des familles nombreuses et donc qui sont obligées de faire sans le papa qui n'est pas là, qui est absent. Des familles effectivement sur lesquelles, je veux dire, il y a une chape de plomb de souffrance qui est là, voilà, qui est là. Comment sortir de là? Ben, lorsque on va dans les établissements scolaires, je pense dans les collèges, dans les lycées, même avant, parce que je pense qu'il est important de parler de prévention et d'aller même au-delà. Je pense que maintenant, il est vraiment temps de prendre les choses dès le début, parce que je pense que des professionnels en ont les moyens. Ça peut être détecté, je veux dire, il peut y avoir une alerte auprès de la médecine scolaire, etc., de voir qu'un enfant est en difficulté parce que s'il est absent à l'école, s'il ne vient pas à l'école, c'est peut-être pas parce qu'il n'a pas envie de venir ou qu'il a... Non, c'est simplement parce qu'il ne le peut pas. Et il me semble être important aujourd'hui d'écouter, mais d'écouter aussi les paroles de ceux qu'on n'entend pas, c'est-à-dire les paroles des familles. Alors, mais dans les paroles des familles, est-ce qu'on écoute l'enfant? Est-ce que la parole de l'enfant compte? La parole de l'enfant est importante de mon point de vue. Après, il faut que l'enfant puisse oser, parce que dire ce qui se passe à la maison, c'est faire porter aussi sur l'enfant une certaine responsabilité. Et qu'il ne grandisse pas avec cette culpabilité d'avoir dénoncé cette violence intrafamiliale. Est-ce que c'est pas tordu finalement entre il faut dire ce qui se passe pour cesser d'en souffrir, mais accepter de porter la responsabilité, comme elle le dit Cécile, si papa et maman ne sont plus ensemble, ou si je ne suis plus avec mes parents parce que j'ai osé dire à madame le travailleur social que ça ne va pas, l'avenir est sombre quand même. Moi, justement, j'étais responsable d'école en Haïti. Et pour moi, l'inscription, ça n'a jamais été quelque chose de banal. Ça n'a jamais été que donner des noms, des frais, ceci ou cela. C'était de pouvoir rencontrer la personne responsable de cet enfant. Parce qu'il manque de passerelle entre l'école et les familles, pour savoir ce que vit cet enfant dans sa famille et ce que cet enfant produit à l'école. Souvent, il y a une sorte de corrélation, mais cette corrélation est trop souvent minimisée. Donc, cet enfant n'exprime pas ses qualités, n'exprime pas ses souffrances. Donc, je pense que là, il y a un vrai travail aussi à faire entre l'école et les familles pour qu'il y ait un vrai point de jonction pour que la vie de l'enfant
et rencontre les apprentissages et que les apprentissages aussi soient fonction de ce que l'enfant vit à la maison. Alors, d'une culture à une autre, il y a l'aspect culturel qu'on ne peut pas laisser de côté, où l'enfant, ma foi, est un enfant et tant qu'il n'est pas adulte, il n'a pas voix au chapitre. Josiane, j'aimerais bien vous entendre sur ce point-là, sans stigmatiser quelque culture que ce soit. La réalité est que l'enfant ne prend pas forcément la parole. Tais-toi quand je te parle et ne me regarde pas dans les yeux et je décide pour toi. Alors, vous pensez bien que quand bien même il a un avis sur ces violences familiales entre le père, la mère ou autre, on ne peut pas espérer que ça puisse changer si le socle culturel lui-même reste intact. Mais de mon point de vue, j'ai l'impression que les choses sont en train un peu de changer. Peut-être que je suis trop positive, mais ce serait en fait, c'est un souhait. Parce qu'effectivement, si on ne permet pas à l'enfant de pouvoir s'exprimer en famille, comment pouvez-vous penser qu'il puisse le faire à l'extérieur ? Donc, on revient encore à cette sacrée éducation. L'éducation veut qu'on permette à l'enfant de s'exprimer depuis tout petit. C'est sûr, même l'enfant qui commence à parler, il faut lui laisser le temps de s'exprimer, revenir sur certaines choses, revoir des choses avec cet enfant, voir un film ensemble, pouvoir en discuter, lui demander son avis. Parce que l'enfant... Et prendre son avis en compte parfois en considération. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Donc, petit à petit, il me semble qu'autour de moi, je rencontre des familles qui agissent un peu comme ça. Parce que j'ai été directrice de crèche et les gens, lors des réunions de parents, discutent de la façon dont ils font avec leurs aînés. Et on voit même à travers certains enfants, puisque dans une crèche, il y a la diversité, on voit bien que certains enfants ont l'habitude de discuter. Et ceux-là ont la parole nettement plus facile. Et ceux-là ont beaucoup moins de difficultés plus tard, à mon avis, de pouvoir s'exprimer. Et ça c'est d'une très grande importance. Alors, Cécile, une question tout de même. À donner la parole aux enfants, ne prend-on pas quelquefois le risque de voir un enfant peut-être instrumentalisé par l'un des parents ou je ne sais pas, dire « Ah, papa m'a fait ceci », une petite fille qui dit « Papa a fait des attouchements », voilà le cauchemar ouvert pour l'adulte. Alors, la parole des enfants, comment fait-on le tri dans ce que dit un enfant, sur ce qu'il vit chez lui? Alors, effectivement, c'est très délicat. Lorsque j'étais moi-même sur le terrain, parce qu'actuellement je suis formatrice pour les formateurs, pour les futurs professionnels en travail social, mais j'ai longtemps été en situation d'éducatrice spécialisée, et voilà, et d'avoir accompagné justement des jeunes filles, notamment j'ai l'exemple d'une jeune fille qui m'avait confié d'avoir été d'être victime d'inceste depuis un certain temps par rapport à un membre de sa famille, parce qu'elle était en semaine, elle venait à l'établissement et puis le week-end elle était dans sa famille. Et lorsqu'elle a commencé à se confier, eh bien, il y a toute une procédure, un protocole pour que les signalements se fassent. Et pour cela, dans la structure, il y a les psychologues, il y a l'assistante sociale, et la parole, elle doit être transmise en équipe, avec, entre guillemets, une certaine confidentialité, effectivement, avec des limites, voilà. Et d'avoir accompagné cette jeune fille, qui était mineure, jusqu'au commissariat, où il fallait aussi qu'elle parle. C'est une procédure qui est très très lourde. Alors, et pour au bout du compte dire mais peut-être qu'elle a fabulé, peut-être que c'était pas vrai, peut-être que ceci, parce qu'effectivement la parole de l'enfant n'était pas entendue parce que mais non, elle dit n'importe quoi, etc. etc. Et là c'est très difficile de se dire, alors qu'on savait, enfin en tant que professionnel vivant au quotidien avec cet enfant, on savait que ce qu'elle disait était vrai, voilà, et c'était pas reconnu. C'est une incidence trop importante sur... Alors, autre catégorie d'enfants aussi, je le disais au début de cette émission, on parle en Haïti des restes avec, voilà, des enfants qui sont utilisés à l'usage domestique pour faire des travaux. Voilà un cadre qui est informel et qui est propice aussi à des violences familiales, parce que ce sont des enfants qui sont amenés dans une famille ou qui appartiennent à cette famille-là, qui sont utilisés comme des boys ou des bonnes de maison. Cette violence-là, institutionnellement, personne ne la prend en compte. Moi, je pars du principe que la misère est le symptôme majeur de la violence psychologique et sociale. La question du reste avec
en Haïti a son fondement dans la misère des familles. Et prenons l'exemple d'une famille qui habite dans la campagne et qui vient mettre son enfant, placer son enfant en domesticité chez une famille de la ville. Et cet enfant est gardé pour rien. Il perd tous ses repères familiaux, ses attachements affectifs. Donc c'est quelqu'un qui est voué à plusieurs types de misère. La misère matérielle, parce qu'il ne dit pas grand-chose souvent à ses familles ou aux personnes responsables. Deuxièmement, sur le plan psychologique, cet enfant n'a plus d'affection de cette famille, d'accueil. Donc, du coup, il y a une misère atroce qui s'empare de cet enfant. Et que voulez-vous? Mais lui aussi, ça va devenir une spirale. Elle n'a vécu que de la violence. Eh bien, elle ne respire que par la violence et d'autres choix que de produire la violence. Nous terminons donc là sur ce point-là. Nous voulions simplement susciter la réflexion auprès de vous, madame, monsieur, qui nous regardez sur ces sujets-là. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec nos invités du jour? Notre adresse internet, ladyvousécoute@telesud.com, et n'est-ce pas que vous répondrez? Merci, au revoir.